Comment on va? Tranquille, tranquille. Voilà, ouais, c'est juste l'emplacement. donc la Suisse qui est rationalisée par les marchés Personne descend, je crois. et a privilégié le cas de format 4 par On ascendait la mer. Et petit à petit, la déroulante, c'est dans les banquettes en bois ici. Sur les petites lignes. Comme l'ancienne ligne 14, c'est bien valide pas autrement. D'accord. La 5 aussi. Pour la visite, venez. Petite visite d'un quart d'heure. Ah, autant pour moi. Donc, messieurs, dames, bonjour. Bienvenue au centenaire de la ligne 9 du métro. Le métro de Paris, on l'a conçu à partir de 1895. On l'a construit à partir de 1898. Et il est ouvert au public pour les premières sections depuis, première section ouverte au public le 19 juillet 1900. Mais là où nous nous trouvons, le métro il ne s'est pas fait en un jour. Et la ligne 9 a été ouverte pour sa première section en 1922. Quelle est son histoire? La ligne 9, vous la voyez, elle va de Pont-de-Sèvres à Mairie de Montreuil, en passant par les grands boulevards, et à un moment, entre Richelieu-Drouot et République, elle roule en parallèle avec la ligne 8 du métro, qui passe au-dessus. Vous avez remarqué qu'entre République, oui, il y en a Saint-Martin. Elle a fermé, Ça, c'est en plus. elle a fermé avant la guerre. On en parle après. Donc, vous voyez qu'on a deux lignes de métro superposées. Et bien, en fait, le projet initial de la ligne numéro 9, quand on a commencé à l'écrire sur les plans vers 1909, donc vous voyez, c'est près de 15 ans avant sa mise en service, et bien le projet initial, c'était d'avoir une ligne qui ne fasse que Porte de Saint-Cloud, Richelieu-Drouot. Pourquoi? Parce que là où il y a la ligne, où il devait y avoir la ligne 8, eh bien il était prévu d'avoir une boucle intérieure dans Paris sur le trajet de la ligne 8 de République à Invalides, le trajet de la ligne 13 d'Invalide à Duroc, de la ligne 10 de Duroc à Maubert-Mutualité et de la ligne 7 de Jussieu à Bastille parce qu'elle aurait dû aller à Bastille. Et cela, la compagnie du métro qui exploitait le métro, dont le nom est partout, c'est la CMP, elle n'a jamais voulu qu'on lui fasse exploiter des lignes où plusieurs destinations, plusieurs origines, plusieurs destinations différentes roulent sur la même paire de voies. Elle a dit, une ligne, c'est un départ, une arrivée, et on ne mélange pas les trains. Donc en 1922, on va abandonner ce concept. Et entre-temps, la ligne 9, on a commencé à la construire. Son chantier est retardé par la Première Guerre mondiale, parce que pendant la guerre, eh bien, les Français doivent aller faire la guerre, donc il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de matériaux de construction. Pendant la Première Guerre mondiale, il va y avoir deux particularités qui vont affecter la ligne 9, qui n'est qu'un chantier abandonné. Eh bien, sur ce chantier, la station Alma-Marceau va s'effondrer parce qu'elle a été laissée en plan entre guillemets pendant le chantier. La station s'est effondrée, il a fallu la reconstruire. Et par ailleurs, la station Trocadéro est utilisée comme émetteur radio par l'armée pour les communications militaires de la Première Guerre mondiale. L'émetteur a été mis dans le tunnel brut qui n'était pas encore aménagé. Vous voyez, c'était astucieux. En définitive,
La première section de la ligne 9 ouvre en 1922 entre Exelmans, la station suivante, et Trocadéro. Elle est ensuite ouverte par partie et en 1923, elle a atteint Saint-Philippe-du-Roule et Porte de Saint-Cloud. Puis en 1928, elle atteint Chaussée d'Antin. Entre-temps, en 1922, on a abandonné l'idée d'avoir une circulaire dotée d'antennes, les deux antennes initialement prévues étant donc Richelieu, Porte de Saint-Cloud à l'ouest, République, Porte de Montreuil à l'est. On abandonne l'idée d'avoir des antennes et la ligne initialement prévue de République à Porte de Montreuil est en définitive construite de Richelieu-Douau à Porte de Montreuil avec une section superposée sous les grands boulevards avec la ligne 8 au-dessus, la ligne 9 en dessous. Et cette section est ouverte en 1933 jusqu'à Porte de Montreuil. Entre-temps, en 1929, le métro dans Paris, puisqu'il y avait des murs autour de la ville, il y avait une enceinte fortifiée. Et bien après la Première Guerre mondiale, on abandonne l'enceinte fortifiée et on décide en 1929 de prolonger le métro en banlieue. Ce premier prolongement est réalisé sur la ligne 9, ici même, de Porte de Saint-Cloud à Pont-de-Sèvres, le 3 février 1934. Pour la première fois, le métro sort des murs. C'est un événement qui a une portée symbolique très importante pour les habitants d'Île-de-France de l'époque. Et c'est tellement quelque chose d'exceptionnel qu'à Pont-de-Sèvres, la direction, c'est pas direction de mairie de Montreuil qu'il est marqué sur le quai, c'est direction Paris. Sur cette ligne, et bien évidemment, pour avoir un métro, il faut un tunnel avec des voies, des trains, des stations, mais il faut également des trains. En 1900, on avait des trains en bois qu'on a vite abandonnés parce qu'ils étaient à trop faible capacité, et puis construits en bois, ils étaient dangereux. Il y en a même qui ont brûlé. Hein? Donc on a, depuis cet accident où deux trains ont brûlé en 1903, on a mis en place une sécurité ferroviaire qui a très peu de failles et qui permet de transporter les voyageurs avec la sécurité ferroviaire la plus absolue possible. Et à partir de là, on a décidé de construire des voitures de métro, non pas en bois, mais en métal, parce que ça brûle quand même beaucoup plus mal que le bois, le métal. Et à partir de 1908, on a constitué ces voitures Sprague-Thomson, dont on a devant nous les derniers exemplaires construits à la fin des années 1930, cette remorque-ci construite en 1937, et la motrice que l'on verra juste après, construite en 1936. Le Sprague-Thomson, c'est le nom des ingénieurs qui ont conçu le système de traction électrique de ces rames de métro. Donc Thomson, c'est le même que le téléviseur, les machines à laver. Hein. C'est la même maison. Et Sprague, c'est un de ses petits camarades américains. La décoration, montez en voiture s'il vous plaît. Dans le métro de jadis, à Paris, et c'est d'ailleurs une situation qui a été unique au monde, dans le métro de Paris, on avait deux classes. Dans le métro, aujourd'hui, vous montez dans n'importe quelle voiture. Hein, eh bien, à Paris, jusqu'en 1991, et c'était le seul endroit du monde où c'était le cas, on avait deux classes, comme quand on prend le train, hein, avec des banquettes en seconde classe à siège dur, tarif moins cher, et au milieu des rames de métro, des voitures de première classe avec un siège mou, avec des billets un peu plus chers, 80% plus cher le billet de première classe que le billet de seconde. Bon, le billet de métro, ça n'a jamais coûté très cher. Donc, c'est 80% de plus d'un prix qui n'est quand même pas très élevé. Hein, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de prendre un taxi. Mais pour les gens qui voulaient un peu de confort, qui ne voulaient pas être dans la cohue des heures de pointe, hein, et qui n'avaient pas ce problème de moyens économiques, eh bien on pouvait voyager en première classe dans le métro de Paris. Et ce jusqu'en 1991, 1er août 1991,
date de la suppression de la première classe dans le métro parisien. On reconnaissait les voitures de première classe à leur couleur rouge. Je vous propose de ressortir, non sans avoir regardé la décoration caractéristique des voitures du métro parisien d'avant-guerre, hein, avec cette décoration en tôle vitrifiée, donc c'est de l'émail, hein, ça a été cuit dans un four, où on retrouve le monogramme de la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, CMP, au dos des banquettes, l'indication de la classe, 1 en première, 2 en seconde, et en chiffres romains évidemment, et une ambiance caractéristique des 2500 voitures qui ont été construites pendant 30 ans sur ce modèle, avec des petites variétés, il y en a des plus courtes, il y en a, les sièges ne sont pas exactement pareils, mais l'aspect général est le même dans toutes les voitures construites de 1908 à 1937, 2500 voitures de métro, avec un lanterneau d'aération permettant une aération très confortable. On pose son chapeau, et oui, ça s'appelle un porte-chapeau. Ah, et donc ce confort relativement spartiate, mais cette belle ambiance du métro. Les Rams-Pratt-Thompson que nous sommes en train de visiter, elles ont roulé en service voyageur pour la dernière fois, en service normal, le 16 avril 1983. Et c'est sur cette même ligne neuve, dans cette même station, que s'est arrêté le tout dernier train Sprague-Thompson en service voyageur, le 16 avril 1983. Et la voiture suivante que nous allons visiter a justement roulé le dernier jour, le 16 avril 1983. Elle n'est pas revenue ici depuis le 16 avril 1983, donc on va aller lui prêter nos hommages. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, on recule un petit peu avant de monter dedans pour avoir un petit point de vue extérieur. Donc vous voyez l'ambiance, hein, et les couleurs caractéristiques de notre métro d'avant-guerre. Rouge en première classe, vert en seconde. Il y a eu aussi des rames grises en seconde classe. Hein, il y a eu une série particulière de voitures grises. Sur les lignes à fort trafic, comme c'est le cas ici sur la ligne 9, on avait une voiture de première classe complète. Et les demi-premières classes, on appelle ça des voitures mixtes, étaient employées sur les lignes où il y a un trafic un petit peu moindre, où on faisait rouler des trains un peu plus courts que la longueur disponible des quais. Hein, puisque la ligne 9, c'est une ligne très chargée. Donc depuis 1933, il n'y a que des trains de 5 voitures. Mais sur des lignes à plus faible trafic, on pouvait avoir des trains de 3 voitures, 4 voitures. Il y a eu des lignes avec des trains de 2 voitures. Bon, avant la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a eu des endroits où on a fait rouler des trains de 2 voitures. Hein, et si vous allez sur la ligne 3 bis aujourd'hui, les trains sont que de 3 voitures. Hein, donc vous voyez, ce n'est pas obligatoire d'occuper toute la longueur du quai. Vous voyez que la hauteur de quai, c'est un petit peu différent. Hein? Ouais, c'est un peu différent. Donc là, on a cette voiture qui date de 1937, donc qui a en fait l'aspect général, la silhouette des voitures Sprague-Thompson et celle que vous voyez à gauche. Et à droite, on a un cas un peu particulier. C'est un véhicule qui est un peu hors norme, qui se trouve aujourd'hui avant nous. Regardez son numéro, je vous ai dit qu'il y a eu 2500 voitures construites dans le métro. 333. De 1908 à 1937, et que celle-là date de 1936. Donc on devrait être plutôt du côté d'un gros chiffre, et pourtant on a un tout petit chiffre. Ben oui, parce qu'avant qu'on fasse des voitures métalliques de sécurité, eh bien il y a eu, en 1903, ce fameux accident de couronne avec les voitures en bois ont brûlé. Et avant et on avait déjà construit des voitures de métro de 1900 à 1903. Et bien ces voitures qui étaient en bois, eh bien il a fallu... non, mais il n'y a que 2 trains qui ont brûlé. Les autres, elles étaient là, on n'allait pas les mettre à la poubelle. Ça a coûté cher à de nombreux il fallait bien transporter les voyageurs. Donc on a décrété d'une certaine manière en 1903 qu'on allait progressivement reconstruire les véhicules d'origine pour les allonger, transformer la caisse en bois en caisse métallique, hein, de façon à mettre en sécurité progressivement
le parc existant. On ne pouvait pas arrêter le métro. Donc on l'a fait progressivement. Et cette voiture date de 1936 avec un numéro 1903. Hein, parce qu'on l'a progressivement, on l'a reconstruite une première fois en 1909, une deuxième fois en 1929 et une dernière fois en 1936, où on a supprimé tous les morceaux de caisse datant de l'origine, sauf la cabine de conduite. Et comme la cabine de conduite de 1903 elle était plus haute, et bien la caisse a été construite en prolongement de la cabine de conduite. C'est pour ça que cette voiture est plus haute que ses copines. Il y en a eu une trentaine comme ça, hein, il y en a eu 90. Voilà, sur 2500 voitures de métro, il y en a eu 90 comme ça, qui n'ont pas la même taille que les autres. Donc voilà, c'est un sujet qui est c'est un cas un peu particulier. Je vous invite à faire un petit tour à l'intérieur. Elle est magnifique. Merci, c'est très aimable. Remerciez ceux qui les ont construits par l'alcool. Et on va se diriger progressivement vers la cabine de conduite, la loge de conduite. Ah, oui. Alors, voilà. Donc, la cabine de conduite, elle est évidemment pas conçue pour accueillir 15 personnes d'un coup. Donc, je vous propose la chose suivante. Vous avez mon camarade Philippe qui vous fait des exposés de la cabine de conduite. Et en tout état de cause, en regardant par la porte de ce côté-ci, de ce côté-là, quand les précédents seront sortis, vous verrez que dans cette cabine de conduite, on voit des couteaux métalliques. Non. Et oui, puisque aujourd'hui, dans une cabine de conduite moderne, la haute tension qui alimente les trains, qui connaît le voltage qui permet d'alimenter les trains. 750 volts 750 volts en courant continu. Voilà. Donc en fait, si on touche, on meurt en fait. Hein. Ah, On a 0 chance et demie de survivre. Voilà, c'est un courant électrique très dangereux. Dans la cabine de conduite, dans ces rames de métro dont la conception initiale remonte quand même à 1908, eh bien, toute la haute tension est à portée de main. Parce que c'est comme ça qu'on faisait les chemins de fer électriques à cette époque. Mais le personnel était formé pour ne pas faire de bêtises, puisque de toute façon, si vous faites des bêtises, on ne va pas vous gronder, vous allez mourir. Alors on évite de faire des bêtises en fait, hein, puisque la haute tension est à portée de main. Et évidemment, contrairement au matériel roulant d'aujourd'hui, il n'y a aucune sécurité, aucun automatisme qui provoque l'arrêt automatique comme on l'a sur les matériels modernes. Mais dans un train aujourd'hui, il y a combien de personnes qui font rouler le train à bord du train? 15 000 voyageurs. Non, le nombre, il y a combien de personnel dans un train pour faire rouler une rame de métro? une seule Non. Une seule Une seule personne. Bah oui, les gars, Une seule conducteur, personne. les gars. Il y a un conducteur et c'est tout. Et les autres sont les voyageurs, vous, moi, les autres. Et évidemment, s'il n'y a qu'une seule personne, c'est parce que le conducteur est aidé et d'une certaine manière surveillé par des automatismes de sécurité ferroviaire qui pourront compenser les éventuelles erreurs qu'il serait amené à faire et donc maintenir les voyageurs dans la plus absolue sécurité. Bon, ben en 1908, dans les années 30 et dans les années 50, même jusque dans les années 60, tous ces automatismes, toutes ces sécurités n'existaient pas. Et donc la sécurité ferroviaire reposait bien entendu sur le professionnalisme des agents, mais sur la multiplicité des personnes. C'est-à-dire que dans ces rames de métro, il y avait plusieurs personnes pour faire rouler le train. Au début, il y en avait 4. Un garde arrière, un garde de première classe qui vérifie que vous avez un billet de première et qui à défaut vous vend le supplément de première classe, et à l'avant, puisqu'on est à l'avant, le conducteur qui conduit, et le chef de train qui a une tenue à peu près comme ça, celle que je porte, qui commande la fermeture des portes et donne le départ. Et évidemment, la sécurité des circulations de ces métros anciens, elle ne reportait pas sur l'automatisme, mais sur une paire indissociable
d'un conducteur ici, qui a un métier plus qualifié que le mien, qui appuie sur les boutons, un moment, et moi, qui appuie sur les boutons, mais qui est la responsabilité du train. Dire que le conducteur, il ne conduit pas tant que je lui ai donné le départ, et c'est le chef de train qui est moins qualifié, mais il a autorité sur le conducteur. Et donc, cette paire de personnes garantissait, avec les moyens techniques de l'époque, la sécurité ferroviaire des circulations. Voilà ce que je voulais vous dire sur la sécurité. Je vous dans les stations en cours, il y avait aussi des personnes. Ah ben oui, là aujourd'hui où il y a des télés, il y avait une mémère avec un blouse et un guidon qui faisait signe au chef de train qu'il pouvait fermer les portes à l'arrière dans les stations en cours. Hein, de 5h15 à 1h, de 5h30 à 1h15 tous les jours que Dieu fait. Hein. En poursuivant la visite, alors vous allez bientôt pouvoir circuler librement et prendre toutes les photos que vous voulez, visiter la cabine de conduite quand il y aura un petit peu de place. Je vous invite à me suivre encore un moment. C'est parti. Donc les voitures, ces voitures du patrimoine de la RATP, le patrimoine du métro est, est préservé par un service de la RATP en charge de ce sujet qui collabore en bonne entente avec une association qui s'appelle l'association ADEMAS, Association d'exploitation du matériel SPRAG. Le SPRAG, ce sont ces voitures qui conserve, rénove et remet en état de circuler 16 voitures anciennes du métro de Paris. Alors 16, pas toutes en même temps. L'association ADEMAS, notre association, car on est de la RATP et également membre de cette association, vous propose, pour poursuivre la visite, de regarder le stand de modélisme de métro de nos plus jeunes adhérents prometteurs qui nous relèveront quand on sera un peu vieux et tout animé. Vous avez un panneau qui vous expose quelles sont les activités de notre association et surtout le stand de librairie. S'il y a des choses qui vous tentent, prenez-les à nous plus gros qu'aux autres, car les achats éventuels que vous ferez ou les adhésions que vous pourrez prendre à notre association, eh bien, contribueront à la rénovation d'autres voitures de métro comme celle-ci. Et voilà.